Et tu m'entends? LCDG, podcast hors série. Ouais, là je crois que tu m'entends. Un hors-série qui s'appelle justement Ma Parole, un nouveau concept. On va recevoir des gens qui nous donneront leur parole sur des sujets super forts et super sensibles. Je serai juste en immersion avec mes invités et on discutera tranquillement sur le monde qui nous entoure et la trace qu'on veut laisser, qu'on souhaite laisser. Chaque passage plutôt est important. Ma parole. Est-ce que tu jures de dire toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Donc je suis dans un petit bar, tranquillement, à siroter un Monaco, avec un pote. Et il va me dire sa vérité. Est-ce que c'est la vérité avec un grand V? Qu'est-ce que t'en penses? C'est la vérité avec un grand V? Oui. Oui. Donc lui dit que c'est la vérité avec un grand V. Donc il va dire sa vérité. Et je vais vous laisser découvrir ce par quoi il est passé. Et il est encore là, donc ça veut dire que c'est déjà un bon signe. Bon, mon gars. Dis-moi où tu es né et ensuite où tu as grandi. Alors, je suis né à Sarcelles, en août 90. Encore un Sarcellois. Donc j'ai même pas besoin de te poser la question quelle est ta relation avec Sarcelles puisque tu es un natif. Août 90, d'accord. Comme je suis mauvais en calcul, t'as quel âge aujourd'hui? 31 ans. 31 ans, ok. Est-ce que tu as des souvenirs de ton enfance, je veux pas dire de 0 à 10 ans, mais t'es avant 10 ans, on va dire. Oui. Et au niveau de la personne que tu es, est-ce que tu es quelqu'un de timide? Est-ce que tu es déjà grand et costaud? Parce qu'il faut que je le précise, hein. Il fait au moins 1m90, 100 kilos, c'est un joli bébé. Voilà. Est-ce que t'es déjà ton âge, quand t'as, je sais pas, 5, 6 ans, parce que je sais que les souvenirs, rarement on se souvient de ce qui se passe entre 0 et 4 ou 5 ans. Mais si t'as des souvenirs entre tes 5, 6, 7, 10 ans, de qui tu es, en fait, hein. Est-ce que t'es quelqu'un de timide? Est-ce que t'es quelqu'un de... Moi, je suis plutôt timide, plutôt réservé. Ouais. Réservé au premier abord. Et bon, après, je m'ouvre aux gens. Ok. Quand je les connais bien. Plein de potes en primaire? Oui. Ok. Plein de copines aussi? Oui, des amis aussi. Je suis encore en contact avec eux. Wow. Ok. Après dépasser on va dire la préadolescence, quand tu dépasses 10 ans, est-ce que tu changes? Est-ce que t'es moins réservé ou t'es toujours le même? Non, toujours le même, mais un peu plus joyeux. Ah, t'étais moins joyeux quand t'étais un peu plus jeune? Non, c'était pareil. J'étais joueur. Ok. Très moqueur aussi. Et t'as des événements ou t'as un événement, est-ce qu'il y a un événement qui te marque quand t'es à l'école primaire, ou quand t'es à la maternelle, ou quand t'arrives à, tu vois, cet âge-là, là, 11, 12, 13 ans? À 13 ans, ouais, il y a un événement qui m'a marqué, c'était en août 2003. Ouais. Il y a eu le décès de mon père. Ah. Et quelques jours après mon anniversaire. Ah, en plus. Ouais. Et ça te marque, mais ça te marque dans quel sens? Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Oui, je comprends ce qui se passe puisque mon père était très malade et je l'ai vu en fait arriver à la mort petit à petit. D'accord, ok. C'était une longue maladie? Oui. Ok. Et est-ce que après ça, t'as des frères, t'as des sœurs? Oui. Ok. Est-ce que t'avais déjà de bons rapports avec ta fratrie, avec les frères et sœurs? Oui, ça allait très bien. Ok. Après le décès, est-ce qu'il y a les liens qui se resserrent? Est-ce qu'il y a les liens qui se détachent? Est-ce qu'il y a peut-être des frictions à l'intérieur ou pas du tout?
Il y a eu quelques tensions dans la famille, Ouais. mais bon, entre moi, mon frère, ma soeur et ma mère, ça allait très bien. D'accord. Si ma mémoire est bonne jusqu'à maintenant. Oui, oui. Voilà. Ok. Maintenant, ta vie de préadolescent, quand t'es au... Parce que là, c'est quand même un fait marquant, mais quand t'es collège, lycée. Collège, lycée, là, il y a un autre événement. C'est ma mère qui est tombée malade. Gravement aussi. Oui, elle a été dans le coma pendant quelques jours. Et c'était par rapport à quoi? Elle a été opérée du cerveau, en fait. Elle a eu une tumeur. Ok. Donc, ouais, ça a été marquant. Donc c'est quand même deux gros faits marquants. Pareil. Est-ce que toi, tu es toujours comme maintenant, on va dire, mais est-ce que tu es toujours aussi joyeux? Est-ce que tu es toujours aussi réservé? Comme tu dis, tu grandis, tu s'ouvres un peu plus? Il y a eu un moment où j'ai eu peur, en fait, de la perdre. Ouais. Mais bon. Après, bon, les médecins nous ont rassurés en nous disant que ça allait aller, donc bon. D'accord. Ok. Et c'est quoi quand tu deviens, parce qu'on a des passions quand on est petit. Moi, je me souviens par exemple que c'était le foot à tout prix. Ressemblait à Michel Platini ou je sais pas quoi. J'avais déjà 4 ou 5 ans, je crois. J'étais déjà fan de Pelé, etc. Est-ce que toi, tu as ce genre de passion qui t'est arrivé très très tôt ou non? Pas spécialement. Si oui, j'ai une passion, ouais, c'est le foot. Mm-hmm. J'ai commencé en 98 à jouer au foot. Ah, une belle année. Ouais, l'effet Coupe du Monde. Voilà. Et ouais, donc ouais, pendant un moment, quand j'étais au collège, ouais, je rêvais de devenir footballeur. J'ai passé des tests à droite, à gauche. Mm-hmm. Mais bon, ça a pas été concluant. Ok. Et pas de comment dirais-je, pas de seconde passion marquante comme le foot. T'as pris comme ça dans les tripes, non? Non. S'il y a eu le football américain que j'ai essayé, en fait, j'ai essayé un peu plusieurs sports. Ouais. Mais sans percer. Mais toi, tu voulais percer dans le sport, tu voulais faire du sport à haut niveau, c'est ça? Ouais, pour surtout du foot. Ouais. Mais après, c'était pour le plaisir aussi. Ok. Et important, ta relation avec les meufs. Voilà. Quand t'es ado, comment ça se passe? Là, c'était plus difficile, puisque comme je suis assez réservé et timide, j'osais pas aller vers les filles. Ok. Surtout, bon, au collège, souvent, il y a les bruits de couloir, on me dit, ouais, telle fille, elle est intéressée par toi, tout ça. Il y a des échanges de regards, mais il y a pas grand chose qui se concrétise. Ok. Mais est-ce que toi, t'es le genre de gars où les meufs viennent vers toi, ou pas? Non. Ok. T'as pas cette chance-là, moi non plus, d'ailleurs. En grandissant, donc là on passe de toute la période préadolescent, on passe à l'adolescence, maintenant tu deviens un jeune homme. Et moi, c'est à cette période-là que je te connais, je crois que tu dois avoir peut-être 17 ou 18 ans, c'est ça. Et t'es culotté quand même. Parce que pour la petite anecdote, je crois que tu débarques comme ça sur le synthétique où on joue à Sarcelles, près du Mandela, là. Et t'es tout seul. Moi, je me rappelle que t'es tout seul. Tu viens. Alors que nous, on joue... En quelle année t'arrives sur ce terrain? C'était en 2007. Tu vois. Et on est établis, nous, avec les équipes depuis 2001, 2002. Donc ça fait déjà 5-6 ans qu'on joue. Il y a déjà des blocs qui sont. Il y a déjà Riyad Mahrez. Il y en a déjà d'autres qui vont devenir pro, d'autres joueurs qui passent par là. Et à chaque fois qu'il y a un joueur qui arrive, tout seul, venir tout seul, c'est rare en fait. Aucun n'est venu tout seul. Ça, je te dis vraiment que c'est. Je me dis pour quelqu'un qui est réservé, chapeau. Tu viens et c'est là qu'on se connaît. Mais tu vois, effectivement, je vois grand, costaud. Tu joues, tu parles pas beaucoup, souriant et tout, mais très très discret. Même à cette période-là, t'approches pas les femmes?
à ce moment-là, Ouais. si ouais, je commençais au lycée, ouais, je commençais à me rapprocher des filles. Parce que, bon, j'avais pris un peu plus confiance en moi. Ouais. Je me disais, je tentais même ma chance. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui te donne confiance en toi pour passer du mec réservé qui est avec ses potes ou je sais pas quoi, qui a le jeu des regards et tout, mais qui va pas en fait. C'est qu'au lycée, il y avait de plus en plus de filles qui se rapprochaient de moi. Alors, tu m'as menti. et là- Tu vois que t'es ce genre de mec où les meufs viennent, donc... Et là, oui. Ouais, Parce qu'au lycée, ouais, on se rapprochait de moi et ça parlait plus. voilà. Donc, il y a quand même la jambe féminine qui vient. En fait, est-ce que c'est même pas toi qui te rapproches d'elle, en fait, c'est ça? C'est un truc qui se fait comme ça, sans calcul? Ça se fait comme sans ça. calcul. Ok. Et donc, t'as les relations avec les femmes. Ouais. Comment tu te sens après ce que tu as vécu? Parce que on sait que t'as 2 événements que tu dis qui sont très marquants, plus les 2 parents. Au quotidien, toi, est-ce que ça a un impact sur ton quotidien de tous les jours? Quand tu vas au lycée, tes relations avec, que ce soit les femmes ou que ce soit avec les potes ou quoi, les gens, peu importe. Ça a un impact sur ta façon de réagir, sur ta façon de... Ouais, un peu. Parce que je me dis que bon, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Ouais. Donc, profiter des moments au maximum. Ah, ok. Et de là c'est moi qui l'ai introduit, mais parce que je sais plus, un jour je t'ai vu arriver avec une moto. Comment ça s'est passé la transition du mec que je vois arriver à pied, après je le vois arriver en voiture? On va dire que c'est un passage normal, mais t'arrives avec une grosse moto. Et c'est à quelle période t'as acheté ta première moto? La moto, c'est en 2013. 2013, je venais de signer mon CDI. Ok. Et ça faisait un moment que je voulais en fait au départ acheter une voiture. Ouais. Mais bon, je regardais le prix des voitures, c'était trop cher. J'ai regardé le prix des motos, c'était beaucoup moins cher et avec le permis aussi. Donc ça m'a motivé. Et pareil, pourquoi une moto? Pourquoi pas un scooter, une autre voiture par exemple? Je sais pas, c'est un truc, j'ai vu une moto un jour, j'ai aimé. Ouais. Je suis monté sur la moto de mon ancien beau-frère Ouais. pour la déplacer de quelques mètres et ça m'a plu. Juste ce petit détail là. Voilà. Ok. J'ai dû rouler 10 mètres. Ok. Et de là, est-ce que tu pratiques la moto? Donc t'as ta moto, c'est tout seul, en bande, en gang de motards? Au Non, départ, pas. c'est seul. Puis après, petit à petit, j'ai fait connaissance avec d'autres motards. Ouais. Ce qui s'organisaient des balades et des sorties à droite, à gauche. Important ça. Comment ça s'est fait cette rencontre? Ça s'est fait sur Paris. Je payais un rassemblement de motards à la place à Bastille. Ouais. Mais toi personnellement, qui viens de Sarcelles, et je pense que tu bossais pas à Paris? Si? Non. Ok. C'est quoi ta connexion pour aller voir ce gang de motards et se balader à Paris, à Bastille? C'est à la moto-école, en fait. C'est un gars qui m'a parlé de ça. Ok. Qui m'a dit d'aller faire un tour, c'est sympa. Et j'y suis allé. Effectivement, c'est sympa. Ouais, tout ça. Encore. Ok. Ok. De là, ta pratique de la moto dure combien de temps? Du moment où tu as ta première moto jusqu'à ces balades en bande de motards? Ça fait combien de temps que tu faisais ça? Au bout de quelques mois. Ah, même pas en termes d'années? Enfin. En fait, quand t'as ta première moto, tu m'as dit en 2013. Ouais. C'est ça? Quand est-ce que tu fréquentes Bastille et puis les balades en moto? C'est quelques mois après, peut-être 3-4 mois après. Déjà? Ouais. Ok. Et ça dure combien de temps, ça? L'histoire des balades en moto? Plusieurs années? Plusieurs années, ouais, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'était bien. T'as répondu à la question jusqu'à aujourd'hui. Et tu vois là où je veux t'emmener. Ouais. C'est-à-dire que
tu pratiques maintenant la moto en bande, tu pratiques bien la moto. Et la date du 3e événement marquant, c'est quoi? Parce que moi, je me rappelle pas exactement. Je sais que, pour le petit détail, c'est un dimanche matin, on joue en foot, on a notre gars en commun, Steve, vient de me parler, il me dit oui, Issa, il a fait un accident. Mais je me situe pas la date ni le jour, même l'année d'ailleurs. C'est le 2 mai 2014. Ok. Donc, ça veut dire que 2013, première moto. Voilà. Un an après. Un an après, voilà. Et est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé ce jour-là? Ou la journée, en tout cas la journée de cet événement-là. La journée, sincèrement, je m'en souviens pas. En plus, parce que suite à l'accident, j'ai perdu la mémoire. Ok. Principalement sur les 2 dernières années précédant l'accident. Et la journée de l'accident, je m'en souviens pas. Du tout. Quasiment pas. Je me souviens de quelques détails, mais pas grand-chose. Ok. Est-ce qu'on t'a raconté ce qui s'est passé sur cette journée-là? Oui, on m'a raconté. Et tu sais ce qu'on t'a dit? Oui. Je t'écoute, dis-moi. Alors, j'ai fini de travailler, en fait, à 21h. Ouais. Je suis rentré chez moi. Ma mère m'a dit que j'avais acheté une bouteille de Perrier que j'avais mis au congélateur. Ouais, c'est précis. Hein. Donc, pour la boire bien fraîche devant la télé. Ok. Et apparemment, j'ai proposé à un de mes voisins, Teddy, d'aller à Bastille pour justement faire un tour en moto. Mm-hmm. Et il a accepté. Donc on est parti à Bastille. Là, on a croisé d'autres personnes. Et on a passé la soirée là-bas. Et vers 22h30, 23h, on a décidé d'aller faire un tour. On s'est baladé sur Paris. D'accord. Et dans un tunnel, j'ai raté un virage. Mm-hmm. Et je suis parti tout droit dans le mur. Ok. Et donc tu m'as dit 2 mai 2014. Et donc, ce dimanche-là, pour revenir à ce que me dit notre pote en commun, que tu es dans le coma, et c'est un samedi? C'est un vendredi soir. Voilà. Et il me dit effectivement que tu es dans le coma depuis 1 jour et demi ou un truc comme ça. Et donc, on l'annonce à tout le monde, etc. Et là où je veux en venir, c'est, ton cerveau a effacé 2 ans de ta vie, c'est ça? Ouais, 2 ans, ouais. Ok. Maintenant, est-ce que, un truc encore bizarre, ou pas d'ailleurs, mais est-ce que toi, la semaine, je crois que c'est 1 semaine et demie que tu dois passer dans le coma, je crois? 5 jours. 5 jours. Les 5 jours, tu passes dans le coma. Est-ce que tu as une idée, ou pas du tout, de ce qui se passe à ce moment-là? Pendant que je suis dans le coma? Ouais. T'as aucun souvenir pareil aussi? Non, rien. Mais bon... Même au réveil? Au réveil, je me souviens d'ouvrir les yeux de temps en temps, ouais. De voir ma famille autour de moi. Ouais. Et bon, moi, je pensais que j'étais dans un rêve. Ah. Donc, je refermais les yeux. Ok. Mais rien de... Tu sais, t'as vu dans les films, hein, là on est dans le cinoche où on dit oui, je suis là, je regarde, je m'élève, où je vois une lumière blanche, je marche, tout ça. Et moi, cette expérience du coma, bon, je la connais pas. C'est le seul que je connais qui en ressort clairement, mais impossible à décrire en fait. Et là, tu confirmes ce que je pense, c'est compliqué ouais, c'est compliqué. Mais maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est surtout comment ça se passe pour la reconstruction de ta vie après l'accident. L'état dans lequel tu passes l'accident. Est-ce que t'es en couple? T'es pas en couple? Ouais, j'avais une copine à ce moment-là. Ok. Moi, je me souviens qu'on est venu à l'hôpital, une fois ou 2, je crois, et que c'était hardcore dans le sens où on te donnait pas beaucoup de chances de survie déjà,
parce que c'était assez grave, et on te donnait une semaine. Il fallait qu'on te débranche et que tu respires par toi-même. Et déjà, au bout de 5 jours, je crois que c'était plié, en fait. T'avais déjà ouvert les yeux avant, et tout s'est passé rapidement, donc ils étaient un peu surpris. Donc même le jour où je suis venu, je crois qu'il y avait déjà, je commençais à bouger et tout. Et les médecins et tous les infirmières étaient surpris, ça pleurait un peu de partout, parce que c'était très très surprenant la vitesse à laquelle il y avait la rémission, mais c'était rapide. Et finalement, en fait, après t'as suivi rééducation et tout ça, tu te rappelles de ça, par contre? Oui, ça je me rappelle bien. Ok. Maintenant, point important, c'est t'es en couple. Ton couple dure combien de temps? Après l'accident, on a fait quoi? Peut-être une année. Bon, c'était une année difficile. Est-ce que j'allais te demander? Mais difficile. À quel niveau? Est-ce que c'est à ton niveau? Au niveau de ta santé mentale, ta santé physique? Ou juste les relations que tu avais avec la madame de l'époque? C'était au niveau mental, au niveau physique, et bon, c'est aussi au niveau des relations avec madame, puisque j'étais pas vraiment moi-même. Ouais. Comment dire? J'étais pas vraiment investi. Ok. Est-ce que tu sors de l'état de rémission au bout de combien de temps? Et combien de temps de rééducation? J'ai fait 1 an et demi. 1 an et demi, ok. Pendant cet 1 an et demi-là, t'as quel âge déjà? À ce moment-là, j'ai 26. J'ai 26 ans. D'accord, donc on va dire que t'as connu le coma à 25 ans, 24 ans? Voilà, c'est ça. Ok. Quel est ton mental à ce moment-là? Est-ce que pareil, parce que t'as subi 2 chocs, on va dire 2 points importants dans ta vie au départ. Et toi, maintenant, c'est à toi de subir ça. C'est quoi là, en tout cas maintenant, là, avec le recul, tu penses que ça a un impact sur toi, sur ton comportement, ou pas du tout? Oui. Ça, comment dire? Parce que je me voyais pas me remettre de tout ça. Ouais. Mais j'ai réussi, ça a pris du temps. Et bon, je me suis remis. Aujourd'hui, je mène une vie plutôt agréable. Donc ça m'a aidé à être plus fort. Ouais. Et à ne pas abandonner. Parce que déjà, tu disais quand tu étais un peu plus jeune, avec le décès du papa, t'avais un boost de la vie. Mais bon, que ce soit pour ta maman ou pour toi, est-ce que ça a contribué ça à booster encore plus ta vie, ou ça, en même temps, ça t'a fait des séquelles et que tu dis, c'est compliqué? Non, ça m'a boosté. Ça m'a boosté assez bien. Assez bien, ouais. Et dans ton comportement de tous les jours, là, je parle toujours avec le recul, hein. Est-ce que tu penses que dans ton comportement de tous les jours, aujourd'hui, il y a du changement par rapport à ce que tu as subi toujours, hein? Ou non, t'es toujours le... En tout cas, tu te souviens d'être après toujours le même, ou Ça m'a encore ouvert un peu plus. Parce que je parle plus qu'avant. Très bonne chose. Et les mecs, tu nous connais, on a du mal à... Là, on échange, mais on a du mal à se dire, oui, je vais aller me confier à quelqu'un, ou libérer ma parole, ou aller voir un médecin, ou aller voir un psy, tout ça. Est-ce que tu as consulté, toi, après, pendant ta rémission, ou pas du tout? Après ça, non. Normalement, j'avais une psy, ouais, que je voyais pendant la rééducation, mais bon, j'avais pas grand-chose à lui dire. Je parlais pas beaucoup. D'accord. Maintenant, sur l'évolution que tu as eue, donc après c'est 1 an et demi, tes relations féminines, surtout, comment ça se passe? Entre le Issa que j'ai vu qui avait 17 ans, le Issa, comme tu me dis, qui avait 17 ans et qui commence à s'entourer de femmes et qui a des relations,
et le mec qui approche de 30 ans? Bah là, il y a plus grand chose. Enfin, je fréquente des filles, Ouais. mais bon, pour moi, ce sont des histoires sérieuses, mais bon, ça dure pas ça dure pas très longtemps. Mhm. Parce qu'à chaque fois que je me fais larguer. Il s'est passé que ça? À chaque fois, la femme part? Est-ce que tu penses que c'est pareil par rapport à ce que tu as subi? Est-ce que c'est toi le fautif? Est-ce que c'est elle la fautive, ou est-ce que vous vous entendez pas tout simplement et elle part? Non, là, c'était les filles qui me laissaient tomber parce que, bon, elles voulaient pas de relation sérieuse. Ok. Et Ça me fait rire d'entendre ça, en fait. Je me dis, oui, oui, non, mais les mecs veulent pas de relation sérieuse. Et ben voilà, il y a un gars qui veut une relation sérieuse, mais il tombe sur des filles qui n'en veulent pas du tout. Et arrivé dans cette période-là, donc qui est un peu faste, mais qui finalement, toi tu veux une relation sérieuse et ça se fonctionne pas. Je crois qu'on se perd de vue à un moment donné, un petit peu. Et quand je te revois, donc il n'y a pas très longtemps, tu me dis oui, je suis avec quelqu'un, tout ça. Et c'était peut-être il y a un an, ouais, il y a un an, ouais. Voilà. Et comment se fait cette rencontre avec cette femme? Bah là, je m'étais inscrit sur un site de rencontre. Ouais. Bon, je vais pas le nommer. Non, non. Pas de publicité. Oh, non, pas. Et ben, je discute avec plusieurs filles. Mhm. Et là, je me mets à discuter avec cette fille-là, Ok. qui me parle de choses concrètes, qui me dit qu'elle veut une relation sérieuse, fonder une famille, habiter avec quelqu'un. Ok. Et là, je me dis que bon, j'ai trouvé la bonne personne. Ok. Donc, Cette personne a déjà des enfants? ouais, elle a déjà un enfant, oui. Ok. Et la rencontre se fait rapidement, pas rapidement? Comment ça se passe normalement? Non, pendant un mois à peu près, on a discuté par message, téléphone. Mhm. Et au bout d'un moment, bon, elle a dit qu'il faudrait qu'on se voit. Ok. Donc voilà, elle m'a invité chez elle. Ok. Et j'y suis allé. Ok. À ce moment-là, tu la vois. Tu te dis, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis bon, par rapport à ce que j'attends, ça peut être cette femme-là? Ouais. Direct? Moi, je me dis que bon, ça peut le faire, puisqu'elle m'a parlé de choses concrètes, que c'est pas des paroles dans le vent. Je vois que bon, elle a déjà commencé à construire sa vie. Mhm. Donc, je me dis que ça peut le faire. Ok. Pas de, comment dirais-je? Pas de, t'as pas gratté, on va dire, comme on dit. T'as pas cherché à la connaître plus. Ou la personne à vous connaître plus. C'était, au bout de votre première rencontre, c'était pratiquement plié, c'est-à-dire que vous sentiez que vous pouvez faire quelque chose ensemble. Ouais. Bah, pour moi, oui, je me suis dit, voilà, c'est la bonne personne, là. Ça va le faire. Et l'évolution, comment se passe, je sais pas, peut-être au bout de 3-4 mois, au bout de 6 mois, comment se passe la relation entre toi et elle? Bah, alors, au début, tout va très bien. Mhm. Elle était très gentille. Elle me préparait des petits plats quand je rentre du travail. Mignon. Prendre soin de moi. Mhm. Et au fur et à mesure, au bout de quelques mois, je découvre en fait qu'elle n'a pas confiance en moi en fait, Ah. dû à son ancienne relation, Ok. qu'elle n'a pas oubliée. Ok. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? Ben là, je suis, comment dire, je suis, on va dire, sous surveillance Carrément. sur tout ce que je fais. Vraiment tout? Tout. Les sorties. Ouais, mes sorties, quand je pars au travail, si je pars trop tôt, si je rentre trop tard, Ok. même quand je prends une douche, Ouais. voilà, si je passe trop de temps dans la salle de bain, ouais, C'était, ok. même me raser aussi.
C'est ce genre de détails-là. Ouais, c'est ça, ce genre de détails. Ok. Et toi, quelle est ta réaction quand tu vois qu'elle n'a pas du tout confiance au bout de quelques mois? Au début, bon, je me dis que bon, ça va aller. Je me dis, bon, c'est dû à son ancienne relation, ça va passer avec le temps. Mhm. Donc, je prends sur moi. Et je me dis, bon, ça va aller. Ok. Mais au fur et à mesure du temps, les choses ne s'arrangent pas, ça empire même. Ok. Et qu'est-ce que... Donc si c'est pire déjà que ce que tu décris là, pareil, comment toi tu te comportes par rapport à cette surveillance-là et pourquoi tu restes, surtout? Alors, pour que ça aille mieux, je lui ai donné l'accès à mon téléphone, donc elle a mon mot de passe de téléphone, le mot de passe de mon ordinateur. Mhm. Donc je lui ai dit que j'ai rien à cacher, elle peut y accéder comme elle veut. Mhm. Donc je me dis qu'avec ça, ça ira mieux. Et en fait, non, ça a poussé en fait la surveillance plus loin. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle surveillait en fait avec mon compte Google mes déplacements. D'accord, ouais. Mes déplacements, mon activité en fait sur mon téléphone, sur Internet aussi. Mhm. Jusqu'à lire mes messages aussi. Comment elle faisait? Comme je lui avais laissé mon mot de passe de téléphone, Ah. voilà. Si je me lève pendant quelques minutes, elle regardait mon téléphone. Je l'ai surprise un soir à fouiller dans mon téléphone. Ok. Eh ben. Et... quel âge tu as déjà? À ce moment-là, j'ai 31 ans. 31 ans. Et elle a quel âge? Elle a 36. 36, ok. La relation se poursuit. Ouais. Elle se poursuit pourquoi? Parce que ça y est, il y a des sentiments entre vous, tout ça. Ouais, parce que je l'aime et je me dis que bon, ça va changer, elle va changer, elle va faire des efforts, ça ira mieux. Malgré le fait qu'elle soit de plus en plus intrusive et qu'elle essaie de tout contrôler, Ouais. c'est pas quelque chose qui te dérange? Si ça me dérange, je me sentais vraiment surveillé. Mhm. Et il n'y avait plus de liberté. Ouais, même mentalement. Ça va être, je suis mis à ta place, ça va être extrêmement compliqué à vivre. Et à ce moment-là, je sais que t'as ton appart. Chez elle, est-ce que comment ça se passe? Ben non, à ce moment-là, en fait, quand je l'ai rencontrée, j'ai lâché mon appartement, je suis parti vivre avec elle. Ok. Donc, j'avais plus rien derrière. Ah, voilà, ok. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul toujours, même si ça fait pas très très longtemps, comment tu vois la chose, tu vois, en fait, maintenant que c'est passé, un peu de l'extérieur, comment tu vois, déjà, juste en parlant de ce début, le fait que tu lâches ton appart. J'imagine que tu lâches tout, en fait, maintenant, Ouais. de l'appart, et tu vas vivre avec elle. Est-ce que, on va dire, cette situation se représente aujourd'hui? Ouais. Qu'est-ce que tu Aujourd'hui, fais non. avec le mental, l'expérience que tu as maintenant? Non, maintenant, avec ce que j'ai vécu, là, je prends mon temps. Mhm. J'attendrai plusieurs mois Ouais. avant de vivre avec quelqu'un. Et pourquoi je veux en venir là? Parce que c'est que le début de la relation. Et là, ça fait combien de mois déjà? À ce moment-là, Ouais, à ce moment-là. Qu'elle est vraiment, quand tu as quitté l'appartement, qu'elle surveille vraiment dans tes déplacements, qu'elle fouille et tout ça. ça faisait 4-5 mois. Ok. Ceux qui nous entendent vont certainement penser, ah, c'est tôt, c'est rapide. C'est vraiment, c'est flash, quoi. C'est speed. Pour certains, ça serait speed. Pour d'autres, c'est peut-être normal. Ouais. Ça dépend des relations, ça dépend des gens. Mais ce qui est plus intéressant, c'est surtout comment ça se passe après encore. Parce que là, tu m'as dit que c'est déjà, le level était déjà assez haut.
Mais qu'est-ce qui se passe là où tu as un niveau où tu t'es surveillé de partout, mais qu'est-ce qui se passe après, encore? Après, en fait, elle était tombée enceinte. Mhm. Donc bon, on allait avoir un enfant ensemble. Ok. Et c'est remettait en question, en fait, tout ce que je faisais. Mhm. Donc, elle m'a un peu coupé du monde. Donc, Ok. je sortais plus, j'allais plus au foot. Je sortais juste pour aller travailler et puis rentrer. Ok. Et tu te rends compte de ça, toi, ou pas? À ce moment-là, non. Le fait que tu fasses juste ton trajet de chez vous, en fait, parce que c'est chez vous maintenant, au travail, et que tu rentres, t'as plus de relation, parce que tu m'as dit que tu avais frères et sœurs, donc t'as plus de relation avec la famille? Très peu. Très peu. Nous, par contre, oui. Moi, je sais que tu disparais et j'arrive plus à te joindre, déjà. Pour les autres aussi. Comment, mentalement, comment tu te sens? Parce que c'est pas évident. Surtout, pour ceux qui ne te voient pas, je le répète, 1m90, beau gosse, mais costaud. Ouais. Donc voilà. Et sans connaître la dame, je la vois d'une façon, je vais me dire si je la vois bien. Tu m'as dit 36 ans, c'est ça? Oui. Petit de taille? Oui, petit. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que je m'imagine et que je la vois pendant qu'on est en train de discuter. Mais l'évolution de votre relation, un enfant qui... Parce que tu dis avait, mais l'enfant arrive. Oui. Et t'es de plus en plus isolé. Ouais. Ok. Est-ce que tu penses, là, avec le recul, tu te laisses faire ou c'est autre chose qui te retient? C'est que elle prend le dessus sur moi, en fait. Ok. Au moins, c'est clair. Et quand elle prend le dessus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça se finit quoi? Parce qu'elle te surveille, ok? Mais comment elle prend le dessus? Comment elle peut prendre le dessus sur toi, en vrai? J'ai peur, en fait. Clairement. Voilà, clairement, Ok. oui, j'ai peur. Mais pareil, est-ce que c'est mental, c'est physique, c'est parce que je sais que là c'est l'expérience perso, ça peut être de la pression, ça peut être de la pression mentale, ça peut être des coups physiques, mais quand on voit le rapport de force que vous avez, Ouais. on se dit bah toi il peut rien t'arriver en vrai. Et puis comme je décris la femme telle qu'elle est, de faire quoi 1m60. Ouais, en fait, c'est Voilà, donc toi tu fais 1m90, t'es grand costaud et tout. Donc voilà, en fait il y a un rapport de force quand on vous regarde en apparence qui peut être ultra inégal en fait. Mais toi t'affirmes que en fait les rapports de force sont inversés. Ouais. Donc est-ce que c'est des coups? Non, c'est parce qu'il n'y a pas de coup. C'est des mots? Oui, ce sont les mots, les reproches et beaucoup d'agressivité. Ok. Mais toi, comment tu réagis? En fait, tu me dis que t'as peur, donc tu réagis pas, pratiquement pas, comme Ouais. ça? Il y a beaucoup de pression, en fait. Tous les jours. Pas tous les jours, mais voilà, en fait, je dis que j'avais peur, Mhm. c'est parce que en quelques minutes, pouvait passer du bien au mal, quoi. Ouais. Est-ce que l'enfant est déjà né quand il y a cet état-là? Ou c'est avant? Il y a eu avant et après. D'accord. Donc avant que l'enfant naisse, elle est comme ça. Ouais, Donc jusqu'à la fin de sa grossesse, elle est comme ça. oui. Après, on peut se dire, oui, bon, voilà, c'est une femme enceinte. Les hormones, tout ça. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est ce que tu te dis, toi, ou pas? Au début, ouais, je me dis que c'est ça. Mais mais après la grossesse, non.
Qu'est-ce qui se passe après la grossesse? Bah, ça continue et c'est même pire. Ah. Parce que déjà, je trouve que c'est déjà costaud, mais c'est pire dans quel sens? Je sais pas, dans les mots, toujours? Toujours dans les mots et puis un peu dans les actes. Ah. C'est-à-dire que je finissais de travailler, je rentre du travail je finissais à 21h, j'avais à peu près 1 heure de trajet pour rentrer. Et quand je rentrais, ben, il fallait que je lui prépare à manger. Ah. Ouais, il fallait que je prépare à manger, que je m'occupe de la vaisselle et tout ça. Ok. Et en fait, en gros, c'est quoi toutes les tâches de la maison, en fait, à faire? C'est toi qui les faisais? Pas toutes, mais beaucoup. Certains moments, en fait, je partais à la maison, en fait, il y avait quelques trucs à ranger. Puis je revenais le soir et puis ça avait pas été fait. Ok. Et c'est toi qui devais le faire. Voilà. Et pareil. Ça, c'est après l'accouchement, pareil? Après, oui. Ouais. Toujours pas de relation avec la famille? Si, quelques relations, mais bon, pas grand chose. Ok. Pour dire, en fait, ma famille n'a pas beaucoup vu le bébé, en fait. Ah, ok. Mais t'es isolé, mais est-ce que t'as le droit de prendre ton bébé, de partir et de le montrer à ta famille? Même pas. Non, c'est que pour elle, si je sors, il faut qu'elle soit là. Ok. Faut que tu fasses, faut qu'elle soit là. Voilà. Ok. Et donc la naissance du bébé et cette situation dure combien de temps? Tout ce qui se passe à la naissance du bébé, les problèmes qui grossissent, toi ton isolement. Moi je sais que je te vois, je crois que c'est l'an dernier, et je crois que t'es venu rejouer au foot, ouais. T'es venu rejouer au foot et ça faisait un moment que je t'avais pas vu. Et tu m'annonces que il y a le bébé, il y a la femme, tout ça. Ok, cool, super. Mais je savais pas qu'il y avait déjà, en fait, il y avait déjà tous ces problèmes-là qui étaient là. Ok. Est-ce que tu as conscience que, au niveau physique, au niveau mental, tout se dégrade? Ou pas du tout? Non, je me vois prendre du poids. Ouais. Et bon, je me dis que bon, c'est quelque chose de normal, c'est l'âge, tout ça. Et je prends plus vraiment soin de moi. Ouais. Ça, je m'en rends compte aujourd'hui parce que ce sont les gens qui me l'ont dit. Ouais. Je me suis laissé aller, donc physiquement, au niveau de mon hygiène aussi. Ouais. Attends, tu t'en rendais pas compte Et du je m'en tout? rendais pas compte. Mais tu continues à travailler. Voilà, je continue à travailler. Est-ce que ton entourage du travail t'en a parlé? Au travail, Ils n'ont pas osé? ma responsable l'avait remarqué. Ouais. Plusieurs fois, bon, elle m'a posé des questions, me relancer, mais bon, j'osais pas parler. Ok. Jusqu'à bon, un jour où bon, elle a un peu plus insisté, et là, ben, j'ai craqué et je me suis mis à pleurer devant elle. Ok. Et est-ce que c'est la situation qui t'a fait pleurer, ou c'est ce qu'elle t'a dit qui t'a poussé à verser les larmes? C'est la situation, en fait. Ok. Et ça, tu te souviens de ce jour-là? Oui, je m'en souviens. Et qu'est-ce qui se passe après? Ben, elle m'a parlé, elle m'a conseillé, elle m'a dit que si j'avais besoin d'aide, qu'elle pouvait m'aider. Si j'ai besoin de parler, ben, elle m'a aussi dit d'essayer de parler avec ma copine de l'époque. D'accord. Mais bon, pas forcément facile. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as choisi d'en parler avec ta copine? Est-ce que tu es revenu vers ta responsable, tu en as parlé, ou t'as choisi de parler à quelqu'un, ou qu'est-ce que t'as fait exactement? Ben, j'ai essayé de parler avec ma copine. Et je lui ai dit ce qui n'allait pas. Et je lui ai proposé qu'on s'éloigne pendant quelques jours, puisqu'à ce moment-là, en fait, ma sœur était partie en vacances pour 2 semaines.
Et je lui ai proposé en fait d'aller justement une semaine chez ma sœur pour prendre du recul un peu. D'accord. Et là, elle s'est énervée, elle a clairement refusé. D'accord. Elle m'a dit que voilà, si je franchis la porte, c'est fini. Ok. Et qu'est-ce que tu as fait? Je suis resté. Ah, ok. Et cette situation a duré combien de temps encore? Ça a duré quelques semaines, à peu près 3 semaines, un mois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que toi-même t'as réussi à parler à quelqu'un? Est-ce que t'es sorti quand même? Non. Plus de sortie, j'étais renfermé sur moi-même, mais bon, je continuais à subir. Et je prenais sur moi. Et il n'y a pas un moment où il y a eu un déclic, t'as réagi? Si. Il y a eu un jour où, bon, ça allait vraiment pas. C'est bon. Ça continuait pendant plusieurs jours, des reproches, des cris. Et un matin, je suis parti travailler. Ouais. Et bon, ça faisait un moment que je partais au travail en retard. D'accord. Et que bon, j'arrivais, je m'excusais à chaque fois, mais bon, quand t'arrives une fois en retard, ça va, 2 fois, mais quand c'est tous les jours de la semaine, ça va. Ah oui. Et il y a un jour où bon, je suis arrivé en retard et bon, ça faisait un moment aussi que je faisais n'importe quoi au travail. Ah, ok. Mettre des mauvais produits en rayon, oublier de faire des choses, Ouais. ne pas faire des choses. Et un jour, j'ai craqué. C'est-à-dire? C'est que je suis parti travailler, donc la journée de travail a fini. J'ai pointé. Et en partant, je suis parti avec l'idée de ne plus revenir et d'en finir. Ah, carrément. Et journée programmée pour toi? Non. Comme ça, à l'instinct, tu t'es dit c'est aujourd'hui? J'ai vidé mon vestiaire, j'ai jeté toutes mes affaires et je suis parti m'isoler. Je suis resté sur un parking toute la journée. Et j'avais acheté une bouteille de rhum et j'ai passé la journée à boire et à pleurer. Ok. Donc pendant 2 jours, je suis resté dans la voiture et j'ai éteint mon téléphone. 2 jours à boire? 2 jours, ouais. Qu'est-ce qui se passe après ces 48 heures-là? À ce moment-là, je réfléchissais à ce que je pouvais faire, en fait. À ce que je repars, ce que j'en finis. Et à force, je me suis dit que je pouvais pas. Ça pouvait plus durer, donc je voulais en finir. Donc je suis passé au cimetière, sur la tombe de mon père, où je lui ai parlé. Et après ça, j'ai pris ma voiture et je suis parti et j'ai envoyé des messages à ma famille, donc à mon frère, à ma mère et à ma sœur, en leur disant que je pouvais plus, que ça, j'allais en finir. Et c'est quand j'ai envoyé les messages, quelques minutes après, j'ai reçu des appels et des messages. Et il y a un message qui m'a fait réagir. C'est celui de ma sœur, qui m'a dit en fait de ne pas faire ça. En fait que si je pars, elle part aussi. Et comme je voulais pas qu'elle parte, elle m'a dit de venir chez elle. Donc j'ai lu le message, j'ai pleuré et bon, je sais pas comment, j'ai pris la voiture et je suis parti chez elle. T'as réussi à arriver jusqu'à chez elle? Ouais. Alors que j'avais bu. Ouais.
Est-ce que tu te souviens de ce qui se passe après, quand tu arrives chez elle? Quand j'arrive chez elle, Ouais. je l'appelle pour lui dire que je suis arrivé. Elle est descendue. Et elle m'a ramassé, en fait, dans la rue pour me faire monter chez elle. Mhm. Je crois qu'elle a appelé une ambulance qui est venue me chercher. Et j'ai été emmené à l'hôpital. Ok. Ça s'est passé il y a combien de temps, là, par rapport au moment où on parle aujourd'hui? Là, ça fait à peu près 6 mois, là. 6 mois? Ok. Comment tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens mieux. Mhm. Parce que j'en parle maintenant, j'ai plus honte. Enfin, j'ai plus honte. J'arrive à en parler avec le recul. T'avais honte de ce que tu vivais ou pas? Ouais. Parce que en tant qu'homme, Mhm. aller voir les gens pour dire qu'on subit des pressions à la maison par sa femme, Mhm. qu'on a peur de sa femme, c'est difficile. Je sais pas si les gens pouvaient comprendre. Donc, je ne veux pas en parler. Ouais. C'est vrai que, comme je disais, le rapport de force, il est clairement quand on te voit, qu'on on imagine voir, pardon, cette dame-là, 1m60. Frêle? Non. Non? Ça va. Normal? Ouais. Une femme de 1m60 normale et un gars d'1m90, allez, avec 95 kilos, 100 kilos ou 90 kilos. On va dire que le rapport de force, il est établi. Et ouais, ça fait, quand le rapport de force, il est inversé, on peut même pas s'imaginer ça, en fait. Même moi, j'ai du mal à, je dis même moi, non. J'ai du mal à m'imaginer, mais tel que tu le décris, tel que tu le dis, déjà, c'est bien d'en parler. C'est bien que ceux qui vont nous écouter réfléchissent clairement au jugement qu'ils peuvent porter. Parce que oui, on a toujours ce rapport inversé où la pression vient de l'homme. Mais la parole de l'homme, elle est moins, comment dirais-je, elle est peut-être moins entendue. Après là, moi c'est moi qui m'avance. Hein. Parce que forcément, ce genre de pression, t'es pas le premier, tu seras pas le dernier d'ailleurs, mais on n'entend pas souvent parler de ça. Ben, souvent, je regardais la télé sur des émissions où il y a des gars qui témoignent qu'ils ont subi des pressions avec leur femme. Oui. Je regardais, je me disais, mais comment il peut se laisser faire, tout ça, c'est pas possible. Ah, toi aussi, t'avais ce genre de... Ok. Mais aujourd'hui, maintenant que j'ai vécu ça, je comprends. Et qu'est-ce que ça... T'es passé, pour résumer, par plein de phases. Quelqu'un de gentil, de réservé, qui grandit, normalement. Mais il y a la mort du papa, il y a ma maman qui a failli, mais qui est là. Et toi qui as failli aussi, mais qui est là encore. Et après, tu as cette relation-là qui te pousse carrément à mettre fin à tes jours, faut le dire clairement. Parce que l'accident de moto, c'est un accident de moto. Tu vois, c'est pas quelque chose que tu te dis, ouais, je fonçais sur un mur. Là, on te pousse, même si je connais pas, parce que là, on parle tous les deux, mais on connaît pas les intentions de cette dame. Est-ce que elle veut juste te contrôler? Est-ce que elle veut te pousser à mettre fin à tes jours? Je sais pas. Mais, pour que ce soit, en tout cas, c'est le résultat. T'as un enfant. Ouais. Et comment ça se passe maintenant, 6 mois après? Alors aujourd'hui, là, je suis en train de faire les démarches pour organiser la garde, pour avoir une garde alternée, Ouais. enfin l'avoir certains week-ends, l'avoir les vacances. Ok. Et bon, c'est compliqué. C'est compliqué, hein? Ouais. J'allais dire, ouais, c'est compliqué.
Son façon de penser, ça n'a pas changé? Non, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, bon, des fois, elle aime pas, des fois, elle veut pas parler. Ouais. Des fois, je sais pas si elle me dit la vérité ou pas. Bon, des fois, elle me dit qu'elle est pas chez elle, donc je peux pas venir voir la petite, tout ça. Ah, ok. J'ai essayé de la prendre aussi pour les vacances de Noël. Pour une soirée. Bon, elle m'a dit qu'elle partait en vacances. D'accord. Et là aussi, bah, je me demande si c'était vrai. Ok. Donc c'est toujours compliqué, les relations que t'as, ok, même après. Ouais. Mais maintenant, mentalement, toi, est-ce que tu fais quelque chose de spécifique? Parce que passer par toutes ces épreuves-là, même comme c'est assez récent, est-ce que tu fais un travail sur toi ou pas du tout? Comment tu vis le quotidien aujourd'hui? J'ai pas fait j'ai pas spécialement travaillé. Je me suis juste plus ouvert et donc je communique sur ça et ça me fait du bien. Ah. Donc, même si tu le dis pas, mais tu fais quand même un travail, parce que communiquer, comme tu dis que tu parles pas beaucoup, mais le fait d'en parler maintenant, déjà dans un micro, et d'en parler à ta famille, je pense. Oui. Ok. Enfin bon, ma famille, je leur ai pas raconté tout en détail, mais ils savent que ça allait pas. D'accord. La famille, vous allez le découvrir en écoutant. Mais pour tous ceux qui nous écoutent aussi, attention à vous, hommes, femmes. La santé mentale, c'est très important. Et faut accepter la vérité. Des fois, la vérité des faits. La situation, elle est pas bonne pour toi. C'est compliqué d'avoir le recul sur le moment, hein, tu vois, d'accepter la situation. Comme tu m'as dit, tu vis la situation, t'aimes la personne, tu restes avec. Mais maintenant que tu as l'expérience, en tout cas, comment tu vois tes relations qui arrivent, ou ta relation que tu vis maintenant, ou en tout cas les relations futures, avec la gente féminine? Comment ça se passe? Là, j'ai rencontré quelqu'un. Je vais tout faire pour que ça se passe bien. Je vais prendre mon temps. Ok. Et je vais lui raconter donc tout ce que j'ai vécu. Ah, ok. Pour pas que ça se reproduise. D'accord. Ok. Et conclure, comment tu te vois dans 4 ou 5 ans? 4-5 ans. Même si c'est loin. Est-ce que tu te projettes aussi loin, comme tu dis, tu vis au jour le jour? Ou est-ce que voilà. Non, pas forcément. Il y a des choses que j'aimerais. J'aimerais que la situation se soit arrangée. Pour pouvoir voir ma fille normalement. Et commencer à reconstruire ma vie amoureuse. Oui. Ok. Et oui, je pense au travail d'ailleurs. Comment ça se passe au travail? Au travail, je suis bien soutenu par mes responsables et mes collègues qui ont, comme je les voyais tous les jours, ils ont pu constater que mon état se dégradait. Oui. Mais bon, comme je disais rien, ils pouvaient pas intervenir. Mais bon, maintenant qu'ils sont au courant, ils font plus attention. D'accord, ok. Ok. En tout cas, merci de l'échange. Très intense. Effrayant même dans ce que tu disais, mais ça fait partie de la vérité. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, prenez soin de vous, comme d'habitude. Et on se retrouvera pour le prochain épisode. Est-ce que tu jures de dire toute la vérité et rien que la vérité? Donc vous pouvez nous retrouver partout sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à télécharger le nouveau QR code spécial Ma Parole. Et vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Partagez, likez, commentez, n'hésitez pas. Parlez-en autour de vous. Peace et à bientôt.